Mon frère a obtenu 20% des capitaux propres de l'entreprise lors de son dîner de remise de diplôme. Quand ce fut mon tour, papa a commandé le dessert, puis a changé de sujet. Je suis resté assis là pendant encore 1 heure. Puis, je me suis discrètement excusé. Je ne suis pas revenu depuis. Le mois dernier, il a finalement demandé pourquoi. Je m'appelle Bowen. J'ai 30 ans, et je dois vous raconter la nuit où j'ai cessé d'être le fantôme de ma propre famille. Pendant des années, j'ai avalé le favoritisme flagrant, les regards en coin, le manque de respect silencieux. Mais, assis dans cette salle à manger privée, en regardant mon père faire glisser un dossier juridique relié en cuir sur la nappe en lin blanc, quelque chose en moi est mort. La famille est un empire, a dit mon père, levant son verre en cristal, ses yeux entièrement fixés sur mon frère aîné, ce Thatcher. Et Thatcher, tu es le prochain roi. Ces mots ont été une lame lente et torturante, directement plantée dans ma poitrine. Vous pourriez vous demander comment une famille en arrive à un point où un fils est couronné roi, tandis que l'autre est traité comme un simple employé. Laissez-moi vous dire exactement comment cela se passe. Le restaurant était le genre d'endroit où un simple steak coûte $60, et où les serveurs portent des chemises blanches impeccables, se déplaçant comme des ombres. Nous célébrions l'obtention du master en administration des affaires de Thatcher. La salle à manger privée sentait le bœuf vieilli et coûteux, l'ail rôti, et le parfum floral lourd et suffocant de ma mère. Thatcher était assis en bout de la longue table en chêne, à côté de papa, absorbant l'attention comme une éponge. Sa fiancée, Sutton, était assise à côté de lui, l'air insupportablement suffisant, ses doigts manucurés enroulés autour d'un verre de vin rouge importé. Ma mère, belle, prenait des photos sous tous les angles imaginables, son visage rayonnant d'une fierté qu'elle ne m'avait jamais, pas une seule fois, témoigné. Et puis, il y avait moi. Juste moi et ma petite amie Marin, assis à l'extrémité de la table, près de la porte de la cuisine, parfaitement positionnés pour être ignorés. Papa a tapé sa lourde cuillère en argent contre son verre d'eau en cristal. La pièce est devenue silencieuse. Il s'est levé, a ajusté sa veste de costume sur mesure, et a prononcé un discours qui a duré 7 minutes entières. J'ai compté les secondes. Il a parlé de la brillance absolue de Thatcher, de son dévouement inébranlable, et de la façon dont l'entreprise familiale de distribution industrielle allait atteindre des sommets sans précédent. Avec l'arrivée de Thatcher en tant que nouveau vice-président exécutif, il a même eu les yeux légèrement embués. Puis vint le cadeau. Il a fouillé dans sa mallette et en a sorti un épais dossier juridique bleu. La participation de 20% au capital. Savez-vous à quoi ressemble 20% d'une entreprise avec 4 millions de dollars de revenus annuels? Cela ressemble à une preuve absolue et indéniable de l'importance de chacun dans la lignée sanguine. Sutton a poussé un cri aigu et perçant qui m'a fait serrer la mâchoire. Thatcher a bombé le torse, s'est levé, et a attiré notre père dans une étreinte dramatique, en lui tapant dans le dos. J'étais content pour lui. Je l'étais vraiment. Mais j'avais aussi obtenu mon diplôme. 3 semaines auparavant, j'avais enfin décroché mon baccalauréat en immobilier commercial et en logistique. Cela m'a pris 5 années brutales de cours du soir, tout en occupant un emploi à temps plein éreintant, parce que j'ai payé chaque crédit moi-même. Pas un seul centime n'est venu de l'homme qui était en train de céder 1/5 de son entreprise. Tante Daphné, la sœur aînée de mon père, était la seule à sembler remarquer l'énorme et suffocant éléphant dans la pièce. C'est une femme vive et sans fioriture, qui ne se soucie pas des fictions familiales polies. Elle a posé son verre de vin avec un lourd cliquetis qui a résonné dans la pièce silencieuse, a regardé directement mon père de l'autre côté de la table, et a dit « Orson, et Bowen ? N'a-t-il pas, lui aussi, obtenu son diplôme ?» Le silence qui a suivi a été assez lourd pour écraser des os. Sutton a levé les yeux au ciel et a pris une longue gorgée de son vin. Ma mère a eu un rire nerveux et aigu, le genre qu'elle utilise toujours pour balayer tout conflit inconfortable sous le tapis le plus proche. Papa m'a regardé comme si j'étais un étranger qui s'était accidentellement retrouvé à sa fête privée et exclusive. « Oh, c'est vrai », a dit papa, agitant vaguement la main dans ma direction, sans établir de contact visuel réel. « Bon travail, Bowen. » Enfin, il a claqué des doigts pour attirer l'attention du serveur, rejetant complètement mes 5 années de sang, de sueur et de larmes. Voyons le menu des desserts. Je pense que nous avons besoin de gâteaux pour célébrer le nouveau vice-président. C'était tout. 5 mots. Bon travail, Bowen. Enfin,
puis il a commandé le dessert. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste resté assis là. Mes mains agrippaient ma fourchette en argent sous la table si fort que mes phalanges sont devenues d'un blanc pur, et mes paumes me faisaient mal. Sous la table, Marin m'a attrapé le genou, son pouce frottant des cercles apaisants et désespérés contre ma jambe pour me maintenir ancré. Je suis resté assis là pendant exactement 62 minutes. Je les ai regardés manger leur riche gâteau au chocolat coulant. J'ai souri quand on m'a parlé, ce qui était rare. J'ai bu mon eau glacée. J'ai regardé mon père traiter mon frère comme l'avenir du monde entier. Et j'ai finalement accepté l'absolue vérité, je ne serai jamais assez bien pour eux. Quand les assiettes ont été débarrassées et que les tickets de voiturier ont été distribués, je me suis levé, tranquillement, je leur ai dit que j'avais une matinée tôt, et je suis parti. Je ne le savais pas alors, mais sortir de ces lourdes portes en chêne a été le tout premier pas pour démanteler tout leur empire. Pour comprendre la cruauté absolue de ce dîner, vous devez comprendre le musée de douleur dans lequel j'ai grandi. Cette dynamique familiale toxique n'a pas commencé au steakhouse. Elle s'est construite toute une vie. J'étais l'enfant invisible classique, le bouc émissaire désigné chaque fois que quelque chose tournait mal, tandis que Thatcher était l'enfant en or qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Remontons à mes 18 ans. J'avais travaillé 3 emplois à temps partiel éreintant tout au long de mon lycée. J'ai passé des hivers glaciaux en Ohio à charger des camions de fret dans un entrepôt local de minuit à 4 heures du matin, économisant chaque dollar possible pour l'université. Mes grands-parents nous avaient aussi laissé, à tous les deux, un fonds fiduciaire pour l'université à leur décès. Mais, quand le moment est venu pour moi de m'inscrire à l'université d'État, je suis allé à la banque pour vérifier le solde, et j'ai découvert que le compte était complètement vide. Tous les 45 000 dollars disparus, effacés. J'ai confronté mon père dans son bureau à domicile, mon cœur battant si fort dans ma gorge que je pouvais à peine respirer, m'attendant à une terrible erreur bancaire. Il n'y a pas eu d'erreur. Papa n'a même pas levé les yeux de ses papiers. Il m'a regardé droit dans les yeux, et a dit que Thatcher avait besoin de l'argent pour sa start-up. Bowen, la famille doit soutenir la famille. Tu es intelligent. Tu peux simplement contracter des prêts étudiants. Tu t'en sortiras. La brillante start-up de Thatcher était une application de style de vie de luxe qui a échoué en exactement 8 mois. Il a gaspillé tout mon avenir en mobilier de bureau moderne et élégant, en fête de lancement absurde dans des clubs du centre-ville, et en une voiture de fonction. Il a eu un accident 3 semaines après la location. Quand l'entreprise a fait faillite, personne ne l'a blâmé. Pas une seule personne ne l'a tenu responsable. Ma mère, Belle, lui a tapoté le dos, lui a préparé son dîner préféré, et a dit qu'il apprenait simplement les ficelles du monde des affaires. Pendant ce temps, j'étais obligé de travailler de nuit juste pour payer mon loyer et me permettre des crédits de collège communautaire un semestre à la fois. Le favoritisme était une maladie silencieuse et insidieuse qui infectait chaque partie de nos vies. Quelques années plus tard, je commençais à me bâtir une petite réputation en tant que courtier junior en immobilier commercial. J'avais passé 6 mois d'agonie à entretenir une relation professionnelle avec un client important, un homme qui possédait une chaîne d'usines de fabrication à travers le Midwest. Je l'ai invité à un événement caritatif local, où ma famille était également présente. C'était censé être une présentation décontractée, une chance de montrer à mon client que je venais d'un milieu respectable et stable. Thatcher s'est présenté à l'événement caritatif complètement ivre. Pas seulement un peu éméché, mais agressivement, sauvagement, incontrôlablement ivre. Il a acculé mon client près du bar ouvert, a insulté le modèle commercial de l'homme, s'est moqué de son accent régional, et a fini par renverser un plateau de verre de champagne sur le coûteux costume du client. Le lundi matin, le client avait bloqué mon numéro de téléphone, et s'était retiré d'un accord énorme qui m'aurait rapporté une commission suffisante pour éponger toutes mes dettes étudiantes. J'étais absolument dévasté. Je suis allé chez mes parents ce soir-là, furieux, tremblant de rage, exigeant que Thatcher s'excuse auprès du client et prenne la responsabilité d'avoir ruiné une étape importante de ma carrière. Ma mère s'est physiquement interposée entre nous dans le salon. « Bowen, arrête d'être si dramatique », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de cette condescendance familière et écœurante. Ton frère est sous beaucoup de stress avec ses candidatures à l'école de commerce. Il avait juste besoin de se défouler. Ne lui en veux pas pour une bête nuit. Tu rends toujours les choses si difficiles pour tout le monde. Tel était le récit. Tel était toujours le récit.
J'étais celui qui était difficile. J'étais celui qui en voulait aux autres. Si Thatcher cassait quelque chose, c'était une erreur innocente. Si je me plaignais du verre cassé qui me coupait les pieds, je détruisais la paix familiale. J'ai appris à avaler ma colère, à la pousser profondément dans mon estomac jusqu'à ce qu'elle se transforme en une pierre froide et lourde. Je suis devenu hyper indépendant, farouchement protecteur de ma propre vie, et absolument déterminé à bâtir mon propre succès sans la moindre aide de leur part. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'accomplissais assez par moi-même, mon père finirait par me voir. Je pensais qu'obtenir mon diplôme, prouver que je pouvais finir l'école tout en travaillant à temps plein sans son argent, serait le moment où il me regarderait enfin avec la même fierté qu'il réservait à Thatcher. Le dîner de remise des diplômes a prouvé à quel point cet espoir était incroyablement pathétique. J'avais 29 ans, titulaire d'un diplôme durement gagné, et j'étais toujours l'enfant dont le fonds universitaire avait été volé. J'étais toujours l'oublié. Je n'étais toujours rien pour eux. Le retour à la maison depuis le steakhouse fut d'un silence absolu. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas pleuré. Il n'y a eu ni rage explosive, ni cri au volant, juste une clarté glaciale et absolue. Le genre de clarté qui s'installe profondément dans vos os quand vous arrêtez enfin de vous mentir sur les personnes censées vous aimer. Les lampadaires scintillaient au-dessus, projetant de longues ombres pâles sur le tableau de bord. Marin était assise sur le siège passager, me regardant attentivement. Elle ne m'a pas poussé à parler. Elle a juste laissé le silence exister. Quand j'ai finalement garé la voiture dans l'allée de notre petit appartement, elle n'est pas sortie immédiatement. Elle a détaché sa ceinture de sécurité, a tourné tout son corps vers moi, et m'a regardé avec des yeux féroces, en colère, et profondément protecteurs. « Tu n'es pas fou, Bowen », a-t-elle dit. Sa voix était remarquablement stable, mais portait un lourd poids. Ce qui s'est passé là-bas ce soir était absolument dégoûtant. La façon dont il vous a renvoyé, la façon dont ils ont tous acquiescé. Ce sont eux les aveugles, pas toi. Tu t'es épuisé pendant 5 ans pour ce diplôme, et ils t'ont traité comme de la boue. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai senti un poids énorme et suffocant se lever de ma poitrine. Pour la première fois de ma vie entière, je n'ai pas essayé de les défendre. Je n'ai pas dit, eh bien, papa est juste vieux jeu, ou, Thatcher a vraiment travaillé dur pour son master. Je n'ai pas cherché d'excuses pour le silence de ma mère. J'ai juste regardé Marin et j'ai hoché la tête. J'en ai assez, ai-je dit, et les mots avaient le goût de l'air frais et vif de l'hiver. J'en ai complètement assez. Le lendemain, j'ai commencé le traitement silencieux. Ce n'était pas un geste calculé pour les punir au début. C'était une pure auto-préservation instinctive. J'ai cessé d'appeler mon père. J'ai cessé d'envoyer des SMS à mon frère. Quand ma mère m'envoyait ces SMS superficiels hebdomadaires, me demandant si j'avais regardé le match de football local, ou commentant la météo, je les laissais en « lu ». Je n'ai pas bloqué leur numéro de téléphone, car une partie sombre et curieuse de moi voulait voir exactement combien de temps il leur faudrait pour remarquer que j'étais réellement absent. Les semaines se sont transformées en un mois entier. Un mois s'est lentement transformé en 3. Le silence de leur côté de l'arbre généalogique était assourdissant. Personne n'a appelé pour demander comment allait mon nouveau travail. Personne n'a appelé pour demander si je voulais venir dîner le dimanche. La seule fois où j'ai eu de leurs nouvelles, ce fut un message groupé massif de Thatcher se plaignant que sa nouvelle chaise de bureau exécutive à l'entreprise lui faisait mal au dos. J'ai réalisé, à ce moment précis, qu'il ne me manquait pas en tant que fils ou frère. Il regrettait l'auditoire. Il leur manquait le bouc émissaire familial pour faire paraître l'enfant en or plus brillant et plus réussi par comparaison. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un fantôme dans votre propre maison? Avez-vous déjà eu l'impression de pouvoir disparaître dans l'air, et que votre famille ne le remarquerait que parce que les poubelles n'avaient pas été sorties? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Parce que ce que j'ai fait ensuite, certaines personnes pourraient appeler ça impitoyable, mais moi, je l'appelle survie. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail de courtier en logistique commerciale, avec une concentration froide, implacable et terrifiante. Je ne travaillais plus pour impressionner mon père. Je travaillais pour construire ma propre forteresse, un endroit où il ne pourrait plus jamais m'atteindre. J'ai analysé les tendances du marché jusqu'à ce que mes yeux brûlent, j'ai établi d'énormes connexions industrielles, et j'ai travaillé des semaines de 70 heures sans me plaindre une seule fois. J'ai cessé de me faire petit dans les salles de réunion pour mettre les autres à l'aise.
Je suis devenu agressif, vif et très efficace. Il pensait que je me cachais parce que mes sentiments étaient blessés. Il pensait que mon ego fragile était meurtri parce que je n'avais pas eu de montre, ou une part de gâteau, à un dîner. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait en coulisses. Je ne me retirais pas dans l'ombre pour panser mes plaies comme un chien battu. Non, je me retirais dans l'ombre pour construire une guillotine. Et j'allais m'assurer que la lame était parfaitement aiguisée. Ma carrière a pris un tournant massif et incroyable lorsque j'ai croisé le chemin d'un homme nommé Vaughn. Vaughn était un milliardaire de la logistique à la retraite, un homme qui avait bâti d'énormes empires de la chaîne d'approvisionnement à partir de zéro dans les années 80. Il était à la fin de la soixantaine, coriace, portait des costumes italiens sur mesure, et recherchait activement un jeune courtier commercial, ambitieux, pour l'aider à acquérir des propriétés industrielles sous-évaluées à travers l'État. Vaughn ne se souciait pas de mon pédigré, de mon nom de famille, ou de qui était mon père. Il se souciait seulement de ma capacité à lire une carte de zonage municipal complexe plus vite que quiconque dans la ville, et de ma façon de travailler comme un homme qui n'avait absolument rien à perdre. Un mardi matin pluvieux, j'étais assis dans le bureau pentouze de Vaughn, surplombant le centre-ville. La pièce sentait l'acajou riche et le café noir coûteux. Je parcourais agressivement une liste massive de parcs industriels hors marché, à la recherche de notre prochaine grande acquisition. C'est alors qu'une adresse spécifique a sauté de l'écran lumineux de l'ordinateur, et m'a frappé en pleine mâchoire comme un coup de poing physique, Apex Park. C'était un vaste complexe industriel de 12 hectares, situé juste en bordure de la ville. Plus important encore, c'était l'emplacement exact de l'entrepôt de distribution centrale de l'entreprise d'équipement industriel de mon père. Je savais, pour un fait absolu, que l'entreprise de mon père dépendait entièrement de cet entrepôt spécifique. Leur énorme inventaire de machines industrielles lourdes ne pouvait pas être facilement déplacé, et le loyer incroyablement bon marché dont ils avaient bénéficié pendant la dernière décennie était la seule chose qui maintenait en vie leur marge bénéficiaire rétrécissante. J'ai cessé de respirer un instant. Je me suis penché plus près du moniteur, et j'ai commencé à creuser plus profondément. Mes doigts ont volé sur le clavier alors que je consultais les registres financiers publics, les évaluations fiscales et les titres de propriété. Ce que j'ai trouvé m'a fait froid dans le dos, puis m'a fait lentement sourire d'un sourire que je ne reconnaissais pas. Les propriétaires actuels d'Apex Park étaient une société de portefeuille vieillissante qui liquidait discrètement ses actifs physiques. Ils vendaient l'ensemble du parc industriel sur le marché libre pour 14,2 millions de dollars. Mais ce n'était pas le meilleur. J'ai utilisé mon accès à l'industrie pour consulter les dossiers de crédit commercial de l'entreprise de mon père. L'entreprise familiale était en train de couler. Malgré ses impressionnants 4 millions de dollars de revenus annuels, elle avait 2,1 millions de dollars de dettes vieillissantes à taux d'intérêt élevés, et le comble absolu, la participation de 20% que mon père avait si fièrement, si arrogamment, offerte à Thatcher lors de ce dîner de remise de diplôme était essentiellement un papier sans valeur. Pour payer l'école de commerce follement coûteuse de Thatcher, son nouveau salaire de cadre et les voitures de location, mon père avait secrètement contracté une deuxième hypothèque massive sur sa propre maison résidentielle. L'entreprise familiale était un délicat château de cartes construit sur des fondations de mensonges et de loyers bon marché. Si leur bail à Apex Park augmentait au taux du marché actuel, ils feraient défaut sur leurs prêts commerciaux en moins de 3 mois. Ils seraient entièrement en faillite. Vaughn m'a remarqué, fixant intensément l'écran, ma posture complètement rigide. Il s'est approché lentement, ses yeux vifs et calculateurs lisant les données par-dessus mon épaule. Il a pris une lente gorgée de son café noir, la glace cliquetant dans le verre, et s'est lourdement appuyé contre le bureau en acajou. On dirait un loup affamé regardant un mouton très gras et très lent, a dit Vaughn, sa voix un murmure bas et rauque. Qu'est-ce qui est si spécial à propos de cette propriété, Bowen? J'ai tourné l'écran de l'ordinateur vers lui, pointant l'écran. La logistique est parfaite, l'accès à l'autoroute est excellent, et les locataires actuels paient au moins 30% en dessous de la valeur marchande actuelle. Le vendeur veut un accord rapide, discret et en espèces pour éviter les impôts. Vaughn a levé un sourcil épais et blanc, clairement intrigué, mais attendant la chute. Et que comptez-vous faire de cette information? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un sourire lent, dangereux et parfaitement calme s'est répandu sur mon visage. Nous allons acheter le tout, chaque centimètre carré. Vaughn n'a posé aucune question personnelle. C'était un homme d'affaires avant tout, et il a reconnu une mine d'or pure quand il en a vu une. En une seule semaine, nous avons formé une société écran complètement anonyme.
Nous l'avons nommé Ironclad Holdings. Vaughan a fourni l'énorme capital financier, et j'ai fait tout le gros du travail, négociant les détails brutaux et épuisants de l'acquisition de 14,2 millions de dollars. Nous nous sommes déplacés comme des fantômes dans la nuit, rédigeant d'innombrables contrats juridiques, transférant des fonds massifs via des comptes séquestres sécurisés, et obtenant le titre de propriété sans faire la moindre vague dans la communauté d'affaires locale. Ces semaines ont été les jours les plus intenses et les plus riches en adrénaline de toute ma vie. Je dormais à peine plus de 3 heures par nuit. Je vivais de café noir froid, de plats à emporter, et du feu ardent qui brûlait dans ma poitrine. Et, au milieu de ce jeu d'échecs à plusieurs millions de dollars et aux enjeux élevés, mon téléphone portable a vibré sur mon bureau. C'était un message de ma mère, Belle. Viens-tu au dîner de Thanksgiving cette année? Thatcher vient de conclure une petite commande pour l'entreprise. Nous ferons un toast spécial pour lui. Fais-nous savoir si tu veux qu'on te garde une assiette. J'ai fixé l'écran lumineux pendant un long moment. Un toast pour une petite commande. Pendant ce temps, j'étais assis dans un bureau de luxe en hauteur, apposant ma signature à l'encre sur un lourd document juridique qui me faisait officiellement copropriétaire et directeur général du terrain même sur lequel reposait toute leur entreprise. L'ironie pure de la situation était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un coup près de boucher. Je n'ai pas répondu à son message. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau, j'ai pris mon stylo, et je suis retourné à l'examen de l'acte de transfert de propriété. Quelques jours plus tard, Thatcher a publié une photo fortement filtrée sur ses réseaux sociaux. Il portait un costume de créateur, adossé à une toute nouvelle voiture de sport de luxe, garée devant l'entrepôt d'Apex Park. La légende arrogante disait, avantage du vice-président, le travail acharné paie quand on est le patron. Je connaissais son salaire exact. Je connaissais la dette paralysante de l'entreprise. Je savais que cette voiture de sport était une terrible location payée par une entreprise qui se vidait secrètement de son sang par 1000 petites coupures. Il jouait le rôle d'un homme riche et prospère sur Internet, tout en entraînant simultanément toute notre famille plus profondément dans la boue financière. C'était pathétique à regarder, mais c'était aussi absolument parfait pour mon plan. Laissez-le avoir sa voiture de location trop chère. Laissez-le avoir son titre de cadre fantaisiste et vide, et ses 20% d'un navire en perdition. Laissez mon père continuer à vivre dans son délire de grandeur. J'avais la terre. J'avais l'acte juridique. Je possédais littéralement la terre sous ses pieds. À la fin du mois, l'encre du contrat final était sèche. Ironclad Holdings possédait officiellement et légalement Apex Park. Vaughan et moi avons célébré avec un verre tranquille et coûteux dans son bureau, alors que le soleil se couchait sur la ville. Il a teinté son lourd verre en cristal contre le mien, un sourire authentique sur son visage marqué, et a dit « Félicitations, monsieur le directeur. Vous êtes officiellement un propriétaire très puissant. » Je me suis dirigé vers la fenêtre du sol au plafond, et j'ai regardé les lumières de la ville, mon cœur battant d'un rythme régulier et terrifiant. Je n'étais plus seulement un propriétaire. J'étais l'architecte de leur châtiment, et le compte à rebours venait de commencer. Mon silence absolu et continu a finalement commencé à agiter la famille. Un narcissique ne supporte pas d'être ignoré. C'est la seule chose qui les rend complètement fous. Puisque mes parents étaient bien trop fiers pour me contacter directement, et demander ce qui n'allait pas, ils ont envoyé les singes volants faire leur sale boulot. Mon téléphone s'est illuminé un soir avec un barrage de messages agressifs de mon cousin aîné Jay. J'ai été le fanboy ultime de Thatcher, un gars qui suivait mon frère comme un chiot perdu, espérant toujours des miettes d'attention et un verre gratuit. Salut mec, quel est ton gros problème, a envoyé Jay, les messages arrivant en succession rapide. Tu snooks vraiment tes propres parents pour un dîner? Tu es un loser jaloux et amer. Thatcher est en train de tout déchirer à l'entreprise en ce moment, et tu ne peux même pas te montrer pour soutenir ton propre sang. Grandis un peu et passe à autre chose. J'ai lu le texte, assis sur le confortable canapé de notre nouvel appartement, juste à côté de Marin. Je ne me suis pas senti blessé par les mots de Jay. En fait, j'étais épuisé par le caractère entièrement prévisible de chacun d'eux. Avant même de pouvoir supprimer le message agaçant, une note vocale est arrivée sur mon téléphone. C'était de Sutton, l'insupportable fiancé de Thatcher. J'ai appuyé sur « Lecture », laissant l'audio résonner dans le salon silencieux. Sa voix dégoulinait de venin, de droit et de supériorité. « Bowen, nous n'avons vraiment pas le temps pour votre fragile ego en ce moment, a-t-elle dit, soupirant dramatiquement dans le microphone.
Thatcher est le vice-président exécutif d'une grande entreprise industrielle. Il a de vraies responsabilités d'adulte. Si vous voulez faire une grosse crise de colère parce que vous n'avez pas eu de montre de luxe, ou je ne sais quoi, au dîner, très bien. Mais ne vous attendez pas à ce que nous vous courions après. Nous sommes occupés à construire un empire. Marin a lâché un rire aigu et incrédule. Elle s'est penchée, a pris mon téléphone de ma main, a arrêté la lecture audio, et a jeté l'appareil sur la table basse en bois. Ils n'ont vraiment aucune idée, n'est-ce pas, a dit Marin, secouant la tête, incrédule. Ils sont confortablement assis dans un château de cartes, se vantant auprès de tout le monde de la couleur de la peinture sur les murs. Je l'ai serré contre moi, embrassant le haut de sa tête, ressentant un profond sentiment de paix que je n'avais jamais connu dans ma maison d'enfance. Non, ai-je dit doucement, fixant l'écran vide du téléphone. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend. Ils pensaient vraiment que le titre de vice-président était le summum du monde. Ils pensaient que j'étais assis à la maison, pleurant dans mon oreiller à cause de mon manque de titre fantaisiste et de l'approbation de mon père. Ils ne savaient pas que le siège exécutif dont Thatcher était si fier, l'énorme entrepôt qui contenait tout l'inventaire de leur entreprise, le terrain même sur lequel leur précieux empire familial était bâti, tout cela m'appartenait désormais. Je n'ai pas renvoyé de message à Jay. Je n'ai pas répondu à la méchante note vocale de Sutton. Je les ai simplement laissés continuer à crier dans le vide, complètement inconscients que le sol sur lequel ils se tenaient était sur le point d'être retiré sous leurs pieds. Le piège était parfaitement tendu. Les portes en acier étaient solidement verrouillées. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre l'expiration de leur bail commercial, et le compte à rebours s'écoulait plus vite qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez voir exactement comment ce piège se referme sur l'enfant en or, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et me faire savoir dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide la chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ceci, et je vous remercie tous infiniment. Maintenant, revenons au châtiment. 12 mois entiers se sont écoulés depuis la nuit du dîner de remise des diplômes. Une année complète de silence absolu et ininterrompu de ma part. Pendant cette période incroyablement longue, ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand j'étais assis dans ce steakhouse haut de gamme, serrant ma fourchette en argent et ravalant ma fierté, je n'étais plus le fils épuisé et négligé, travaillant jusqu'à l'os, juste pour se permettre un petit appartement d'une seule chambre. Je n'étais plus le souffre-douleur désigné de la famille. Ironclad Holdings avait grandi à un rythme rapide, presque terrifiant. Vaughan et moi avions acquis 3 autres propriétés commerciales à travers l'État, mais Apex Park restait le joyau absolu de notre portefeuille immobilier. C'était notre atout le plus précieux, et c'était aussi mon arme la plus puissante. J'ai observé d'une distance confortable et protégée, tandis que mon père et mon frère continuaient de vivre dans leur monde imaginaire soigneusement construit. Grâce à des connaissances mutuelles et à des publications publiques sur les réseaux sociaux, j'ai vu que Thatcher se promenait toujours en ville comme le vice-président exécutif en vogue. Il était complètement inconscient de l'énorme gouffre financier au-dessus duquel il se tenait. Ma mère envoyait toujours ses messages occasionnels, et totalement inconscients, sur la météo ou le nouveau restaurant qu'elle et mon père avaient récemment essayé. Elle agissait comme si j'étais simplement en longues vacances, ignorant complètement l'énorme fossé entre nous. Mais la réalité a une manière très drôle, et très cruelle, de rattraper les gens qui refusent de regarder les chiffres. Et les chiffres étaient sur le point de les frapper comme un train de marchandises. Le bail commercial original de 10 ans pour l'entrepôt d'Apex Park devait officiellement expirer fin octobre. Je savais, pour avoir examiné leurs documents d'audit interne, que mon père et Thatcher étaient incroyablement confiants quant au renouvellement du bail à venir. Ils avaient payé le même loyer, gravement sous-évalué, pendant une décennie entière. Le groupe de propriétaires précédents avait été paresseux, vieillissant et complètement passif, ne se souciant jamais d'ajuster les taux de location pour correspondre au marché industriel en plein essor dans notre ville. Mon père a incorrectement supposé que le nouveau groupe de gestion, quel qu'il fût, approuverait simplement une autre prolongation de 10 ans sans regarder de trop près les chiffres. Ils avaient désespérément besoin de ce loyer bon marché pour survivre. Sans cela, toute leur fragile marge bénéficiaire s'évaporerait du jour au lendemain, les laissant noyer dans la dette d'entreprise. Le premier lundi de septembre, exactement 60 jours avant l'expiration de leur bail, j'étais assis à mon énorme bureau en chêne dans le bureau du centre-ville. Je me suis versé une tasse de café noir, j'ai craqué mes phalanges, et j'ai rédigé un courriel formel et juridiquement contraignant au conseil d'administration de l'entreprise de mon père.
Je n'ai utilisé mon nom personnel nulle part dans le document. L'email provenait directement du service juridique d'Ironclad Holdings, signé uniquement par le conseil d'administration. Le message était incroyablement simple, douloureusement clair, et entièrement dépourvu de toute émotion humaine. Il indiquait formellement que le nouveau groupe de gestion avait conclu une analyse de marché approfondie de la propriété Apex Park. En raison de l'augmentation des impôts fonciers, de l'inflation, et de la forte demande régionale d'espace industriel, les conditions de bail actuelles ne seraient en aucun cas renouvelées. S'ils souhaitaient rester sur les lieux, ils devraient signer un tout nouvel accord avec une augmentation obligatoire de 40% de leur loyer mensuel. S'ils n'acceptaient pas les nouvelles conditions financières, ils avaient exactement 30 jours pour quitter l'installation de 12 hectares, et retirer tout leur équipement industriel lourd des lieux. J'ai relu le courriel 2 fois, m'assurant que chaque clause légale était inattaquable. Puis, j'ai cliqué sur « Envoyer », je me suis penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique en cuir, et j'ai attendu l'explosion. Cela n'a pas pris longtemps du tout. En moins de 2 courtes heures, mon téléphone a vibré avec une alerte de notre logiciel de gestion de propriété commerciale. L'entreprise de mon père avait envoyé 4 courriels frénétiques et consécutifs, exigeant un appel téléphonique immédiat avec l'équipe de gestion du bâtiment. La panique dans leur écriture était palpable. Thatcher avait même essayé d'utiliser son rang, envoyant un message incroyablement arrogant depuis son adresse email de vice-président. Il a exigé de parler directement au président d'Ironclad Holdings, affirmant qu'une augmentation de loyer de 40% du jour au lendemain était une extorsion légale, et menaçant d'impliquer leurs avocats d'entreprise. Ce n'était pas de l'extorsion, et ce n'était certainement pas illégal. C'était simplement la juste valeur marchande exacte de la propriété commerciale qu'ils avaient sous-payée pendant une décennie entière. Déplacer leurs machines industrielles massives et lourdes leur coûterait des centaines de milliers de dollars qu'ils n'avaient tout simplement pas en réserve de trésorerie. Sans parler de la perturbation catastrophique de toute leur chaîne d'approvisionnement, ce qui leur ferait perdre leurs plus gros clients. Ils étaient complètement piégés. Les murs de béton se refermaient sur eux, et ils paniquaient comme des rats sur un navire en perdition. Ils ont envoyé d'autres courriels tout au long de la semaine, leur ton passant de demandes arrogantes à des supplications pour une réunion afin de négocier un compromis. Ils ont plaidé leur longue histoire à cet endroit et leur historique de paiement fiable. J'ai regardé les courriels arriver avec un sentiment de satisfaction froid et détaché. J'ai demandé à mon équipe juridique d'envoyer une seule réponse automatisée à leurs demandes désespérées, les conditions ne sont pas négociables. Une dernière réunion pour soit signer le nouveau contrat de location, soit résilier formellement la location, aura lieu vendredi à midi au bureau de l'entreprise Ironclad Holdings. Veuillez apporter tous les signataires autorisés. Le désespoir absolu et terrifiant pousse les gens à faire des choses frénétiques. Quand mon père a finalement réalisé que ses courriels en colère, et les menaces légales vides de Thatcher, rebondissaient sans danger sur le mur de briques solides d'Ironclad Holdings, la réalité de la situation s'est installée. La pensée de perdre l'entrepôt de distribution centrale signifiait la mort immédiate et irréversible de son entreprise bien-aimée. Cela signifiait la perte de la deuxième hypothèque massive qu'il avait secrètement contractée sur sa maison résidentielle. Et cela signifiait une ruine financière totale et inéluctable pour toute la famille. Il ne pouvait pas résoudre cela avec un toast, ou une part de gâteau au chocolat. Alors, il a fait appel à l'artillerie lourde. Il a embauché Alistair. Alistair était un avocat d'affaires impitoyable de 65 ans, qui avait joué au golf avec mon père pendant plus de 20 ans. C'était un homme qui portait des costumes rayés sur mesure, buvait du scotch coûteux, et facturait $800 de l'heure pour ses services. Alistair avait une réputation légendaire en ville, pour avoir trouvé les plus petites failles juridiques pour détruire complètement ses adversaires devant les tribunaux. Mon père s'est rendu au bureau d'Alistair, et l'a pratiquement supplié d'enquêter sur Ironclad Holdings. Il voulait qu'Alistair découvre qui se cachait derrière cette entité corporative sans visage, pour déterrer toute information compromettante, ou violation réglementaire, qu'il pourrait utiliser pour forcer une négociation favorable avant vendredi. Ce que mon père ne comprenait pas, et ce que Thatcher était trop stupide pour réaliser, c'est qu'Ironclad Holdings n'était pas une start-up désordonnée, gérée à l'improviste. C'était une forteresse d'acier absolue, construite par un vétéran milliardaire et méticuleusement gérée par moi. Il n'y avait rien de compromettant à trouver. Il n'y avait pas de documents fiscaux manquants, pas de violation de zonage, et pas de vulnérabilité légale. Alistair, étant le bulldog professionnel qu'il était, a immédiatement commencé son processus agressif de diligence raisonnable. Il a consulté les registres d'incorporation de l'État,
les déclarations fiscales des entreprises, les actes de transfert de propriété commerciale, et les permis de zonage municipaux. Je savais exactement ce qu'ils cherchaient, car ma propre équipe juridique interne signalait les enquêtes externes au fur et à mesure qu'elles se produisaient. Je n'ai pas essayé de cacher mon identité, ni d'enterrer mon nom derrière des couches de sociétés écrans intermédiaires. La paperasse était entièrement légale, entièrement publique si vous saviez exactement quel registre d'État rechercher, et parfaitement à toute épreuve. Je voulais qu'ils la trouvent. Je voulais qu'ils sachent exactement dans quelle maison ils entraient. Un jeudi après-midi pluvieux, juste 24 heures avant la réunion décisive prévue, Alistair a téléphoné à mon père. Je ne connais les détails exacts, mot pour mot, de cette incroyable conversation, que parce qu'Alistair lui-même me l'a raconté bien plus tard, autour d'un verre de scotch de 20 ans, lorsque nous nous sommes finalement croisés à un gala immobilier. Alistair était assis dans son bureau d'angle, regardant les documents d'entreprise fraîchement imprimés sur son bureau. Complètement stupéfait de silence, il a retiré ses lunettes de lecture, s'est frotté les yeux fatigués, et a décroché son téléphone de bureau pour composer le numéro de portable privé de mon père. Orson, avait dit Alistair, sa voix tremblant légèrement d'un rare mélange de choc pur, d'incrédulité et d'une profonde admiration professionnelle. J'ai trouvé les documents de propriété d'Ironclad Holdings. J'ai toute la structure corporative juste devant moi. Mon père avait avidement demandé à savoir qui étaient ces requins corporatifs avides. Il avait commencé à fulminer au téléphone, affirmant qu'ils allaient poursuivre la société de gestion pour pratiques commerciales déloyales et négociations de mauvaise foi. Alistair l'a coupé net, son ton devenant incroyablement dur. Orson, taisez-vous, et écoutez-moi très attentivement. Vous n'allez poursuivre personne. Vous n'avez absolument aucun fondement juridique. Avez-vous la moindre idée de qui vous affrontez en ce moment? Mon père était confus. De quoi parlez-vous, Alistair? Qui est-ce? Qui dirige cette holding? L'actionnaire majoritaire et le PDG d'Ironclad Holdings est un homme nommé Bowen, a dit Alistair, ses mots tombant comme de lourds poids de plomb à travers le combiné. Votre fils, Orson, votre plus jeune fils, possède le terrain même sur lequel toute votre entreprise est bâtie. Il a acheté la terre juste sous votre nez il y a des mois. Il y eut un long silence suffocant à l'autre bout de la ligne. Alistair n'a pas retenu son jugement. Il avait toujours pensé que le favoritisme flagrant de mon père envers Thatcher était étrange, mais maintenant, il en voyait le résultat catastrophique et indéniable. Orson, a continué Alistair, sa voix dégoulinant d'une sévère réprimande professionnelle. Vous avez passé les 10 dernières années à traiter ce garçon comme un chien errant, tout en déversant tout votre argent dans les projets de vanité vide de Thatcher. Bowen ne vous a pas seulement battu sur le marché libre. Il vous a déjoué. Il a travaillé plus dur que vous. Et il détient maintenant le droit légal absolu de ruiner tout l'héritage de votre famille d'un seul coup de stylo. Que Dieu ait pitié de vous demain à midi, car après avoir examiné ce dossier, je doute fort que votre fils vous en montre. Le vendredi est arrivé. L'horloge a sonné midi. Le ciel, à travers les fenêtres du sol au plafond du gratte-ciel du centre-ville, était d'un bleu vif, clair et complètement impitoyable. Je me tenais dans l'immense salle de conférence en verre, au 40e étage, redressant lentement les poignets de mon costume anthracite sur mesure. La pièce sentait le polish coûteux pour cuir et l'ozone. Vaughan était assis décontracté à l'extrémité de la longue table en acajou, sirotant un verre d'eau pétillante, un sourire profondément amusé jouant sur son visage marqué. Il n'avait pas besoin d'être ici pour les négociations. Il était juste là pour regarder le spectacle se dérouler. À exactement 5 minutes après l'heure, la réceptionniste a fait sonner mon téléphone de bureau pour annoncer leur arrivée. Quelques secondes plus tard, les lourdes portes vitrées de la salle de conférence se sont ouvertes. Mon père, Orson, est entré le premier. Il semblait entièrement différent du patriarche fier et tonitruant qui avait commandé un menu de dessert pour rejeter mon diplôme il y a 1 an. Son visage était d'une pâleur maladive. Ses épaules étaient affaissées, et les poches sous ses yeux lui donnaient l'air de ne pas avoir dormi une seule minute depuis l'appel téléphonique d'Alistair. Il ressemblait à un homme marchant vers le bloc de l'exécution. Juste derrière lui se trouvait Thatcher. Thatcher portait l'un de ses costumes de créateur voyant, ses cheveux parfaitement lissés en arrière, et tenait une mallette en cuir incroyablement chère. Il essayait désespérément de projeter l'aura d'un dirigeant puissant et en contrôle. Il était immédiatement clair pour moi que mon père n'avait pas dit la vérité à Thatcher sur l'identité de la personne qu'ils allaient rencontrer aujourd'hui. Mon père était un lâche.
Il n'avait probablement même pas pu prononcer les mots à voix haute à son enfant en or. Thatcher est entré dans l'immense pièce, bombant le torse, prêt à crier sur un quelconque directeur d'entreprise sans visage et à exiger le respect. Il a regardé vers la tête de la longue table en bois. Il m'a vu, debout. La réaction physique a été instantanée et violemment dramatique. Thatcher s'est arrêté net, ses coûteuses chaussures en cuir grinçant fortement sur le parquet poli. Toute la couleur a instantanément fui de son visage, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. Sa mâchoire s'est littéralement ouverte. Le sang a afflué si vite de sa tête que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Ses doigts sont devenus complètement mous, perdant toute leur force, et la lourde mallette en cuir lui a glissé des mains. Elle a heurté l'épais tapis tissé avec un lourd bruit étouffé, qui a résonné dans la pièce silencieuse. Bowen, a chuchoté Thatcher, sa voix se brisant comme celle d'un enfant terrifié se réveillant d'un cauchemar. Que faites-vous ici? Où est l'équipe de direction? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas montré la moindre once de la satisfaction brûlante qui inondait mes veines. Je l'ai juste regardé avec le professionnalisme froid et détaché d'un prédateur suprême observant sa proie piégée. Veuillez vous asseoir, messieurs, ai-je dit, ma voix douce et autoritaire, faisant un geste vers les 2 chaises en cuir vides, de l'autre côté de l'immense table. Nous avons beaucoup de détails immobiliers commerciaux à discuter, et mon temps est incroyablement précieux aujourd'hui. Mon père n'a pas dit un mot. Il s'est lentement dirigé vers la chaise, et s'est effondré dedans comme une marionnette dont les ficelles venaient d'être coupées. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts, brillant d'un mélange de terreur absolue et de regret profond et écrasant. Il a vu le costume sur mesure que je portais. Il a vu ma posture confiante et inébranlable. Il a vu Vaughn, le légendaire milliardaire de la logistique, assis tranquillement dans mon coin, soutenant entièrement mon jeu. En cet unique instant figé, mon père a réalisé que le fils qu'il avait constamment rejeté, le fils qu'il avait jugé indigne d'un simple toast de remise de diplôme, était maintenant le maître absolu de son univers. Papa vous a dit un jour que la famille est un empire, Thatcher, ai-je dit doucement, regardant directement dans les yeux terrifiés et grands ouverts de mon frère, alors qu'il s'enfonçait lentement dans la chaise à côté de mon père. Aujourd'hui, je voulais vous poser, à vous deux, une question très simple, mais très importante. Qui, exactement, pensez-vous qu'il collecte les impôts? Si vous appréciez cette histoire, et que vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez laisser un commentaire disant « Terminé ». C'est le code secret pour mes vrais auditeurs, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot, sur la chaîne. Merci pour votre soutien continu. Maintenant, terminons ce châtiment. Thatcher n'est pas un homme particulièrement intelligent, mais il est profondément arrogant. Lorsque le choc initial paralysant a commencé à s'estomper, sa panique s'est rapidement transformée en une colère irrationnelle et défensive. Il s'est penché, a ramassé sa mallette en cuir sur le sol avec des mains tremblantes, et l'a claquée sur la table en acajou. C'est une sorte de blague malade et tordue, a lancé Thatcher, sa voix forte et aiguë résonnant de manière odieuse sur les murs en verre de la salle de conférence. Vous ne pouvez pas nous faire ça, Bowen. Nous sommes votre famille. Vous ne pouvez pas simplement acheter notre bâtiment, augmenter notre loyer de 40% de nulle part, et menacer de nous jeter à la rue. C'est notre gagne-pain. Maman va être absolument malade quand elle apprendra ce que vous faites à votre propre sang. Vous agissez comme un psychopathe complet. Il faisait exactement ce qu'il avait toujours fait. Il jouait la carte familiale, s'attendant à ce que je cède sous la pression de la culpabilité. Il s'attendait à ce que je me retire dans l'ombre, que je m'excuse d'avoir pris de la place, et que je lui donne tout ce qu'il voulait sur un plateau d'argent. Mais je n'étais plus le même enfant brisé du steakhouse. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement ouvert l'épais dossier juridique noir posé sur la table devant moi. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur le bois lisse, jusqu'à ce qu'elle repose juste devant Thatcher. C'était une copie imprimée de l'audit financier interne de leur entreprise. Des informations que j'avais obtenues légalement lors du processus d'acquisition de la propriété. Parlons de la famille, Thatcher, ai-je dit, ma voix complètement neutre, et dénuée de toute émotion. Parlons de votre brillante direction exécutive. Votre entreprise génère environ 4 millions de dollars de revenus bruts annuels. Cela semble impressionnant pour un profane. Cependant, selon ces documents, vous avez actuellement 2,1 millions de dollars de dettes d'entreprise vieillissantes et à taux d'intérêt élevés. Vous saignez de l'argent chaque trimestre. Thatcher s'est figé, ses yeux parcourant les chiffres sur la page,
réalisant que j'avais un accès complet à leurs secrets les plus profonds. Mon père a fermé les yeux, posant lourdement sa tête sur sa main, l'air incroyablement vieux. J'ai continué à parler, enfonçant la lame plus profondément à chaque fait indéniable. De plus, cette belle participation de 20% que papa vous a donnée à votre dîner de remise de diplôme, celle dont vous étiez si incroyablement fier, celle pour laquelle Sutton a poussé des cris, est un papier complètement sans valeur. Les passifs de l'entreprise dépassent largement ses actifs. Et savez-vous pourquoi? Parce que papa a secrètement contracté une deuxième hypothèque massive sur la maison familiale résidentielle, juste pour payer votre master et financer votre salaire de cadre gonflé. Si vous perdez cet entrepôt aujourd'hui, l'entreprise fera défaut sur ses prêts commerciaux. La banque saisira l'entreprise, et maman et papa perdront leur maison dans les 90 jours. Thatcher a regardé mon père, un air de pure trahison et de choc envahissant son visage. Papa, est-ce vrai? A demandé Thatcher, sa voix tremblante alors que la réalité de son faux succès s'effondrait. As-tu hypothéqué la maison pour mes actions? Mon père ne lui a pas répondu. Il s'est juste contenté de regarder la table en acajou, complètement brisée, incapable de défendre ses terribles choix financiers. Vous étiez assis à ce dîner, Thatcher, ai-je continué, me penchant légèrement, posant mes avant-bras sur la table, et vous l'avez laissé vous donner 20% d'un navire en perdition, construit sur de l'argent volé et une dette massive. Vous avez acheté une voiture de sport de luxe en leasing pour vous montrer sur Internet, tandis que votre entreprise se vidait de son sang par 1000 petites coupures. Et papa, j'ai déplacé mon regard froid vers mon père, vous avez volé mes 45 000 $ de fonds universitaires pour financer sa première start-up ratée. Vous lui avez acheté 20% de capital avec l'hypothèque de votre propre maison. Et quand j'ai finalement obtenu mon diplôme, après 5 années brutales à travailler de nuit, et à payer mes propres études sans un seul centime de votre aide, vous avez commandé un menu de dessert et changé de sujet. Le silence dans la salle de conférence était absolu. On pouvait entendre le faible bourdonnement de la climatisation, et le son de la respiration rapide et paniquée de Thatcher. Eh bien, ai-je dit doucement, fermant le dossier noir d'un claquement décisif. À ce dîner, vous avez commandé un dessert, mais aujourd'hui, je sers le plat principal. Mon père a finalement retrouvé sa voix. C'était un son faible, pathétique et tremblant, complètement dépouillé de l'autorité arrogante et tonitruante qu'il avait exercée sur moi pendant toutes mes 29 années de vie. Bowen, a chuchoté mon père, de véritables larmes montant enfin dans ses yeux fatigués et injectés de sang. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je vous ai manqué de façon que je ne pourrai jamais réparer. J'étais aveugle, et j'étais stupide. Mais s'il vous plaît, je vous demande en tant que votre père. Ne nous détruisez pas. Ne prenez pas la maison de votre mère. Elle ne mérite pas de se retrouver à la rue à cause de mes erreurs. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai regardé l'homme qui m'avait fait me sentir invisible, sans valeur et petit pendant toute mon existence. Une partie de moi, une très petite partie sombre et profondément vindicative, voulait le regarder droit dans les yeux, et leur dire de faire leur valise. Je voulais leur dire de sortir leur machine rouillée de mon bâtiment avant vendredi après-midi. Je voulais voir leur faux empire brûler en cendres absolues, et saler la terre derrière eux. Mais je ne suis pas mon père, et je ne suis certainement pas mon frère. Je suis un homme d'affaires hautement rationnel, calculateur et émotionnellement discipliné. Les mettre en faillite signifierait rester avec un entrepôt vide de 12 hectares pendant plusieurs mois, le temps de trouver un nouveau locataire industriel. Cela coûterait de l'argent et des pertes de revenus à Ironclad Holdings. C'était simplement une mauvaise affaire de laisser les émotions dicter un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars. J'ai fouillé dans ma mallette, j'ai sorti un deuxième document légal, beaucoup plus épais, de mes dossiers, et je l'ai fait glisser sur la longue table vers mon père. Je ne vais pas vous mettre en faillite aujourd'hui, Orson, ai-je dit calmement, utilisant délibérément son prénom pour briser toute illusion restante de dynamique père-fils. Mais je vais vous traiter exactement comme vous m'avez toujours traité, comme un parfait étranger, comme un passif. Mon père a regardé l'épais contrat juridique, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tourner la page de titre. Ce sont les nouvelles conditions de location, ai-je expliqué, mon ton strictement professionnel et dénué de toute chaleur. Je n'augmente pas votre loyer de 40%, comme je l'avais initialement menacé dans la vie. Je l'augmente d'exactement 15%. Cela porte votre paiement mensuel au niveau exact du marché régional pour l'espace industriel. Il n'y a absolument pas de réduction familiale. Il n'y a pas de période de grâce.
Il n'y a pas d'appel à moi pour demander une prolongation, parce que les ventes ont été lentes ce trimestre. Votre loyer est dû intégralement le premier jour de chaque mois. Si le virement bancaire est ne serait-ce qu'un seul jour en retard, le contrat stipule des procédures d'expulsion immédiate et indéniable. Vous renoncez à votre droit à une longue bataille juridique, et je vous promets que mon équipe juridique n'hésitera pas à verrouiller les portes, et à saisir votre inventaire. Thatcher a ouvert la bouche pour argumenter, son visage devenant rouge, probablement pour se plaindre qu'une augmentation de 15% était encore trop élevée pour leur budget incroyablement fragile. J'ai levé un seul index, le faisant taire instantanément. Vous n'avez pas le droit de parler, Thatcher, ai-je dit, ma voix devenant de la glace pure, le clouant à sa chaise. Vous êtes un homme de paille complètement inutile, qui a conduit cette entreprise au bord de l'effondrement total par votre incompétence. Vous signerez ce document en tant que garant. Vous retournerez à votre bureau, et vous trouverez comment générer suffisamment de ventes réelles pour payer mon loyer, ou vous vous retrouverez à l'aide sociale d'ici Noël avec une maison saisie. Nous comprenons-nous? Thatcher a avalé difficilement, son visage rougi par une humiliation profonde et déchirante. Il a regardé Vaughn, qui lui a juste rendu un haussement de sourcils. Thatcher m'a regardé de nouveau, et a hoché la tête une fois, complètement vaincu. Mon père a fouillé dans sa poche de veste avec une main tremblante, a sorti son coûteux stylo en argent, et a signé son nom sur la ligne pointillée. Il n'a pas lu les termes. Il a juste signé sa capitulation complète et totale. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait entièrement et définitivement changé. Je n'étais plus l'enfant désespéré, mendiant une miette de leur approbation. J'étais le propriétaire. J'étais le créancier suprême. J'étais l'homme qui détenait les clés de leur survie. Cela fait exactement un mois que cette réunion intense a eu lieu dans la salle de conférence en verre. Le premier chèque de loyer est arrivé sur mon compte d'entreprise, par virement bancaire, 3 jours plus tôt. J'imagine que Thatcher transpire dans ses coûteux costumes de créateur, chaque jour au bureau, essayant désespérément de maintenir l'entreprise à flot, et de réduire les coûts pour respecter mes délais financiers stricts. Il doit enfin faire un vrai travail pour la première fois de sa vie. Hier après-midi, mon téléphone portable a sonné, alors que j'étais assis dans mon salon. J'ai regardé l'identification de l'appelant. C'était mon père. J'ai laissé sonner 4 fois avant d'appuyer finalement sur le bouton vert de réponse. Bonjour, Orson, ai-je dit. J'ai cessé de l'appeler papa au moment où il a signé ce contrat de location commerciale. Il a perdu ce titre définitivement. Bowen, a-t-il dit, sa voix hésitante, incroyablement fatiguée, et paraissant plus âgé que ses 62 ans. Je voulais juste appeler pour savoir comment vous alliez. Je vais exceptionnellement bien, Orson. Merci de demander, ai-je répondu, gardant mon ton parfaitement poli, mais totalement distant. Il y eut une longue pause gênante sur la ligne. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. Puis, il a posé la question qu'il avait eu peur de poser depuis la réunion du conseil d'administration. Bowen, pourquoi êtes-vous si incroyablement froid envers nous maintenant? Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais nous sommes toujours votre famille. Ne pouvons-nous pas essayer de réparer cela? Ne pouvons-nous pas aller en thérapie, ou avoir une relation normale à nouveau? J'ai pris une profonde inspiration, regardant à travers mon beau salon marin, qui était assise sur le canapé confortable, lisant un livre, le soleil de l'après-midi captant ses cheveux foncés. Elle a levé les yeux, a rencontré les miens, et m'a souri avec une pure chaleur et un soutien. Je ne suis pas froid, Orson, ai-je dit, ma voix entièrement calme, stable et libérée de tout ressentiment persistant. J'investis juste enfin mon temps, mon amour et mon énergie dans des endroits qui génèrent réellement un retour positif. Pendant 29 ans, j'ai mis toute ma patience et mon travail acharné dans une famille qui m'a traité comme un fantôme agaçant. J'en ai complètement fini de jeter mon énergie dans un puits vide. J'investis en moi-même. J'investis en Marin. J'investis dans une vie où je suis respecté et valorisé. Nous sommes des partenaires commerciaux maintenant, Orson, restons en là. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas crié. Il a juste poussé un soupir lourd et vaincu, a dit doucement au revoir, et a raccroché. Ma vie est maintenant incroyablement paisible et épanouissante. La semaine dernière, j'ai finalisé l'énorme paperasse juridique pour officiellement racheter une grande partie des actions de Vaughn et d'Ironclad Holdings, assurant ainsi mon indépendance financière absolue, et la richesse générationnelle pour le reste de ma vie. Je n'ai plus à me faire petit dans les salles de réunion. Je ne m'excuse plus de prendre de la place dans le monde.
Quand le reste de la famille élargie a finalement appris la situation de l'entrepôt et l'augmentation du loyer, les réactions ont été complètement divisées. Jay et Sutton ont essayé de lancer une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, mais personne ne s'en est soucié. Ma tante Daphné, la seule personne qui avait pris la parole lors de ce terrible dîner de remise de diplôme, m'a appelé. Elle a dit qu'elle était incroyablement fière de mon sens aigu des affaires, et de la façon dont je m'étais construit à partir de rien. Mais elle m'a également averti que traiter mes propres parents biologiques comme des partenaires commerciaux stricts et sans émotion, pourrait être quelque chose que je regretterais profondément, quand ils seraient vieux et partis. Elle a dit que le sang était plus épais que l'eau, et que peut-être j'aurais dû leur accorder un loyer légèrement moins cher, juste pour maintenir la paix familiale, et faire preuve de miséricorde. Je suis fermement en désaccord avec elle. Une paix qui exige que je sois une victime constante n'est pas du tout une paix. C'est juste une sujétion silencieuse et misérable. Mais cela m'amène à ma dernière question pour vous tous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Beaucoup de gens dans ma famille élargie pensent que j'aurais dû leur offrir un loyer moins cher. Que, parce que nous partageons le même nom de famille et la même lignée sanguine, je leur devais de la miséricorde financière, malgré la façon horrible dont ils m'ont traité toute ma vie. Qu'en pensez-vous? Le fait de traiter ma famille toxique comme de purs partenaires commerciaux, sans émotion, fait-il de moi une personne terrible et vindicative? Ou était-ce l'exacte justice poétique qu'ils méritaient pour avoir volé mon avenir? Veuillez me faire part de vos réflexions honnêtes dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela satisfaisant, et que vous voulez entendre plus d'histoires de personnes qui se défendent, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne, et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire de